Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est avec cette phrase rituelle que chaque matin à 7 h, il accueille les 1 500 000 auditeurs qui tout au long de la journée vont écouter RMC, la radio sur laquelle il officie depuis 7 ans. Une voix le matin de 7 h à 11 h, celle d'un journaliste engagé qui aime le dialogue avec les auditeurs et en a même fait sa marque de fabrique. Chaleureux, résolument optimiste, passionné par les faits de société, il développe à l'antenne un style de présentation dit à l'américaine. Il happe l'auditeur et ne le lâche plus jusqu'au chaos final. Celui qui a mis à l'honneur l'expression publique a choisi de se livrer dans un ouvrage malicieusement appelé À l'écoute. Et aujourd'hui dans VIP, c'est nous qui allons l'écouter. Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Alors, je montre tout de suite le livre dont je parlais, qui est un livre qui retrace votre vie, votre carrière, où on découvre un peu votre enfance, vos racines. Ça a été très pratique, je vous le dis, pour préparer l'émission. Comme ça, j'avais toute l'information sous la main. Je voudrais qu'on parle un peu de cette émission que vous faites sur RMC tous les matins, Bourdin & Co. Vous savez où je l'ai découvert? 7h-11h. Vous savez où je l'ai découvert cette émission? Non. Alors, je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit. Dans les taxis parisiens. Les taxis parisiens n'écoutent que ça. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les taxis ont besoin d'échanger, parce qu'ils sont toujours seuls dans la voiture tout au long de la journée, avec des clients qui parfois ne disent rien. Ils ont envie de parler, vous l'avez remarqué, je sais pas si en prenant ils ont toujours envie de parler. Et donc cette émission est idéale pour eux, parce que ça leur permet en fait, l'objectif que j'ai en présentant cette émission et dans le format et dans l'esprit, l'idée c'est de rendre l'auditeur actif. Et je veux que l'auditeur réagisse. Pas forcément en appelant, mais dans sa voiture, dans son atelier, dans sa boutique, chez lui. Je veux qu'il réagisse. Et le chauffeur de taxi, il est au volant, il entend des choses qu'il apprécie ou qu'il n'apprécie pas, il est d'accord ou il n'est pas d'accord, il réagit, il aime ça. C'est de l'interactivité, c'est ça l'interactivité. Et d'où ça vous vient justement ce goût de l'interactivité? Enfin, vous aimez beaucoup les cafés, vous, donc c'est peut-être quelque chose qui est lié. Oui, je suis capable de m'asseoir à la terrasse d'un café et de regarder les gens passer, d'écouter même les conversations, je suis très curieux, de voler comme ça quelques bribes de conversation. Ça me vient peut-être de ma jeunesse, de mon enfance, du Midi, parce que je suis un homme du Sud, mais j'ai toujours été curieux, j'ai toujours aimé la vie des gens, savoir, écouter, effectivement dialoguer. Au lieu d'aller en cours, j'allais déjà au café quand j'étais en première ou en terminale au lycée. Et voilà, c'est inné, j'aime ça, c'est une passion. Alors, ça. Elle a un drôle de slogan, votre émission. Je ne sais pas si c'est vraiment le slogan, mais quand on va sur Internet pour regarder un petit peu le site de l'émission Bourdin & Co, c'est marqué « Nous allons les obliger à nous écouter ». D'ailleurs, c'est quelque chose que vous dites aussi. Obligeons-les à nous écouter. C'était un slogan que j'avais pris pour 2002. Obligeons-les à nous écouter. Obligeons-les à nous écouter, c'était destiné aux politiques. Obligeons-les à écouter ce que disent les Français, ce que veulent les Français, ce que demandent les Français. C'était ça au départ. Alors, on l'a gardé. Bon, il commence un peu à vieillir. Aujourd'hui, je dirais plutôt bougeons-nous. Oui, que vous dites aussi beaucoup. Que je dis souvent. Oui, bougeons-nous. Bougeons-nous parce qu'on est là tous ensemble pour essayer de faire avancer les choses. Parce que l'auditeur est aussi citoyen et qu'il a des choses à dire. Alors vous avez développé cette formule d'interactivité qui est sujette à beaucoup de critiques. On vous accuse de beaucoup de choses. Qui a été ça s'est un peu calmé aujourd'hui parce qu'on m'a accusé, je me souviens, de populisme, café du commerce, j'ai tout eu, j'ai eu droit à tout. Vous savez, c'était quand j'étais RTL que je présentais les auditeurs la parole, j'étais un peu l'initiateur de cette forme d'interactivité à la radio. L'auditeur était un peu un intrus dans la salle de rédaction. On n'aimait pas beaucoup écouter ce que dit l'auditeur. Parce qu'il n'est pas légitime? Parce qu'il n'était pas légitimé. Vous savez, le monde journalistique, c'est un monde très conservateur, terriblement conservateur. Et donc, remettre en question tout à coup la parole d'évangile du journaliste, c'était inconcevable. Et donc, au début, ça a été très critiqué. Les auditeurs ont la parole ont été très critiqués. Et puis, quand on a, sur RMC, finalement mis en pratique d'une manière beaucoup plus large ce concept-là, on a aussi été
au début très critiqué. Et puis le Café du Commerce, eh bien, il s'en est ouvert partout, des cafés du commerce, sur toutes les radios, sur toutes les chaînes de télévision. Et aujourd'hui, on ne critique plus. Aujourd'hui, ça y est, l'auditeur est admis, l'interactivité est admise, tout le monde la pratique, avec plus ou moins de bonheur, tout le monde la pratique. Tant mieux, moi j'en souris et j'en suis très heureux. Les auditeurs ont la parole qui a reçu en 99 le prix du meilleur débat décerné par le Sénat. Par le Sénat, je me souviens de ça, oui. Nul n'est prophète en son pays, exactement. mais j'imagine que c'était une sacrée victoire pour vous. C'était une victoire pour moi, c'est une reconnaissance pour les auditeurs surtout. Ça prouvait qu'on prenait enfin en compte ce qu'ils avaient à faire partager. Votre instrument de travail pour vous, c'est quoi? C'est votre parole? Mon instrument de travail, c'est ma voix, mais au-delà de la voix, mon instrument de travail, c'est la passion et mon instinct. J'ai pas je me laisse aller à l'antenne. Quand le micro est, quand c'est rouge, quand je commence à prendre la parole, à m'exprimer, je dis toujours à mes équipes, je dis toujours à tous ceux qui travaillent autour de moi, laissez la porte du studio ouverte. C'est peut-être le seul studio de radio, les portes sont toujours ouvertes pour que tout le monde puisse circuler, entrer, pour que j'ai le contact avec le standard, donc avec l'auditeur qui appelle, pour que... Et là, je me laisse aller, c'est l'instinct, j'ai pas d'instrument. Non, c'est comme ça, c'est naturel. Et si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Alors c'est marrant parce que là, vous êtes assez posé, forcément, il y a un contexte, il y a une émission assez calme. Je peux m'enflammer. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous entendre, en tout cas. Vous allez m'enflammer, je le sens. Je le sens. Mais de vous voir comme ça, quoi. C'est beaucoup plus... Je parlais d'un style à l'américaine, où l'animateur prend l'auditeur et ne le lâche plus jusqu'à la fin. Mais je l'attrape. Et ça, vous l'avez. Mais je l'attrape, je veux être avec lui, je veux l'accompagner, je veux m'asseoir sur le siège à côté de lui lorsqu'il est au volant de son camion. Je veux être dans sa boutique et me poser là et l'écouter. Ce qui m'intéresse chez l'auditeur, au-delà de l'opinion m'intéresse que moyennement. Au début, d'ailleurs, ce genre d'émission, c'était uniquement des émissions d'opinion. C'est-à-dire que l'auditeur appelait et donnait son opinion sur tel ou tel sujet d'actualité. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vit l'auditeur. C'est l'éclairage qu'il va donner à l'actualité. Oui, c'est le recueil de témoignages, en tout cas. Mais c'est le témoignage, Et, je sais pas, moi, les heures supplémentaires défiscalisées, j'ai un petit chef d'entreprise qui m'appelle en me disant voilà, moi, dans mon entreprise, j'ai réussi à mettre en place les heures supplémentaires défiscalisées, voilà comment ça marche. Ça a été difficile parce que pour remplir la fiche de paie, c'est vraiment très compliqué, c'est un casse-tête où j'ai le salarié qui m'a appelé en me disant mais moi, dans mon entreprise, on n'a pas mis en place les heures supplémentaires défiscalisées, je regrette, j'aimerais, enfin bon, c'est sur tous les sujets d'actualité, il y a une expérience que peut faire partager l'auditeur et qui fait avancer les choses. Avec une particularité quand même, le concept de cette émission est américain, sauf qu'aux États-Unis, oui, au début, il est américain parce que sont plus, comment dire, ils prennent position. C'est pas très... Il m'arrive de m'engager. Ouais. Il m'arrive de m'engager. Il m'arrive de m'engager. Je le fais sur des sujets qui me tiennent à cœur. Du style. L'environnement, la défense de l'environnement. Il m'arrive de m'engager lorsqu'on va aider quelqu'un, un auditeur qui a appelé, qui est dans le. Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose d'absolument formidable avec un auditeur. Oui, un jour, c'était un lundi matin, c'était au lendemain du 1er janvier, il y a quelques jours. J'étais à l'antenne et puis on parlait des sans-abri. Enfin bon. Et puis il y a un auditeur qui a, je ne sais plus ce qu'il a dit, enfin bon. Et tout à coup, j'ai reçu un appel d'un sans-abri qui voulait rectifier ce qui avait été dit à l'antenne, simplement rectifier. Et je l'ai pris à l'antenne et il a été formidable, il était formidable. Et tout à coup, je l'ai fait parler, il a raconté, il venait passer la nuit dehors, enfin dans Paris, etc., etc. Et son histoire a tellement ému d'autres auditeurs d'RMC que finalement, depuis, il a trouvé un toit, il a trouvé un travail, enfin, il revit, quoi. Sa vie a été bouleversée, a été transformée. Parce que vous voulez développer l'entraide aussi. Mais ça, j'y tiens. Vous savez, je dis toujours, on est un peu l'entraide et l'information entre auditeurs. Les auditeurs s'entraident et les auditeurs s'informent. Je dis toujours, on est un peu c'est un peu prétentieux que de dire ça, mais le Wikipédia de la radio, c'est un peu ça, c'est un peu l'esprit. Voilà. Puis je pose, si je n'ai pas su quelque chose, si un auditeur s'interroge sur telle ou telle question, il pose la question en direct à l'antenne et les auditeurs sont là pour l'aider tout de suite et ils appellent. Ils ont l'habitude, ils appellent. C'est ce qui vous plaît dans le journalisme de radio, c'est cette fluidité notamment? Oui, ce qui me plaît, c'est ce contact. La radio, c'est formidable parce qu'on a une intimité, une proximité qu'on n'a nulle part ailleurs. Et je suis avec eux, je suis bien. Je prends un immense plaisir. Jamais on m'a proposé des quantités d'émissions de télévision. J'ai toujours préservé cet amour pour la radio. Et
Là, vous faites de la télé, je fais quand de même. la télé pour BFM TV. Pour BFM TV, parce que qui appartient au même groupe. C'est le même groupe. Je suis très engagé dans ce groupe. Et puis je m'amuse. Je m'amuse. Mais on m'a encore proposé là, des émissions de télévision. Mais je ne sais pas si j'en ferai peut-être une. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je n'abandonnerai de toute manière jamais. Mais on vous sent heureux. Je suis un homme heureux. Dans ce que vous faites. Je suis un homme heureux, privilégié, j'ai la chance. Vous avez été de nombreuses années sur RTL, journaliste sportif aussi. Oui, 7 ans. Qui demande aussi de la passion, de la gouaille. Vous avez suivi plusieurs sports. Vous avez comme ça c'est vraiment une question de journaliste, hein, vous la connaissez par cœur, mais quel est votre plus grand souvenir Oui, Jean-Jacques. Oui. Votre plus grand souvenir en tant que journaliste sportif, ça restera quoi? Quand vous repensez à ces années de bonheur, c'est quoi? Mon plus grand souvenir, je le raconte dans le livre, c'est pas un souvenir sportif. C'est pas un exploit, c'est pas un plus grand souvenir, c'est à l'Arms Park de Cardiff, qui était le stade mythique de rugby à Cardiff, où jouait le Pays de Galles. C'était un match du tournoi des 5 nations à l'époque, Pays de Galles, France. Et c'était mon premier match de rugby. Ah oui, avec Spanghero. Ouais. Et j'entre dans ce stade, ce vieux stade mythique où les 80 000 personnes chantant des chants gallois, enfin bon, des chœurs gallois, ça vous prenait aux tripes. Et je m'installe à la tribune de presse et j'avais à mes côtés Walter Spanghero à ma droite et André Boniface, qui a été un très grand joueur, à ma gauche. Et les hymnes, et après les hymnes, tout à coup, ces chants gallois qui s'élèvent des tribunes. Et là, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux, et Walter, qui était à côté de moi, me voit en train de les yeux mouillés. Il me donne un grand coup dans l'épaule. Il me dit: petit, quand je suis arrivé sur l'Arms Park, sur la pelouse la première fois, j'ai pleuré moi aussi. Et ça m'a, je garderai ça en souvenir toute ma vie. Oui. Ça vous a appris quoi, le journalisme sportif? Ça m'a appris la rigueur. Parce que la rigueur, pour une raison toute simple, c'est que un sport, c'est un résultat. Et vous ne pouvez pas vous tromper sur le résultat. Et vous ne pouvez pas vous tromper sur toutes les précisions, toutes les informations que vous donnez, parce que l'auditeur ou le téléspectateur en sait au moins autant que vous. C'est un passionné, donc vous êtes très vite rectifié. Donc ça m'a appris la rigueur et ça m'a appris le direct. Ça m'a appris le goût pour le direct, parce que le journalisme sportif, c'est du direct. C'est avant tout du direct. Toujours sur RTL, vous avez présenté les infos? Oui, j'ai présenté aussi tous les grands journaux. Ça vous a plu, 8h, 7h, 7h30, tous les journaux du week-end. Oui, ça m'a plu, bien sûr. Puis le journal de 13h pendant 10 ans. Bien sûr que ça m'a plu. On était première radio de France. RTL l'est redevenu, j'en suis très heureux. Première radio de France, à une époque où il n'y avait que 4 radios. Donc on faisait des scores d'audience absolument invraisemblables. On était à plus de 20 points. Enfin bon, un quart des Français qui écoutaient la radio écoutaient RTL à l'époque. C'était considérable, considérable. Et j'ai eu une chance inouïe d'être épaulé, d'être aidé par des hommes qui ont cru en moi. Raymond Castan, qui après 7 ans de journalisme sportif m'a mis à l'antenne et m'a proposé la présentation du journal de 8h, qui était le grand journal de la première radio de France. Je me souviens, mon premier journal, j'étais pétrifié, mais il m'a laissé carte blanche. Je ne sais pas si ça serait possible. Il vous a dit quelque chose de très joli d'ailleurs, vous le dites dans le livre, Castan. Il vous a dit, qui est celui qui vous a mis le pied à l'étrier d'ailleurs pour toute votre carrière. Hein, bien sûr, bien sûr. Il vous a dit, l'obsession, vous écrivez, l'obsession de Raymond était le respect dû à l'auditeur. Il voulait toujours qu'on se mette à sa place, qu'on pense comme lui, qu'on réfléchisse à ce qui pouvait l'intéresser. Oui. Ça vient peut-être de là aussi, votre respect de l'auditeur. Il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris. Toujours, en permanence, je me pose la question, je me dis, mais à quoi va penser l'auditeur ? Quel est le sujet qui va l'intéresser? Comment va-t-il réagir? Comment va-t-il réagir? Mon idée, c'est en permanence d'essayer de le faire réagir. Voilà, c'est... Il y a aussi Philippe Labro, qui lui est toujours... qui a beaucoup compté, oui. Raymond Castan est décédé. Et Philippe Labro, qui a beaucoup compté. Ce sont les deux hommes. Philippe qui m'a beaucoup appris, journalistiquement parlant, parce que... il vous a appris quoi, Philippe Labro? Le discernement, et il m'a vraiment appris le métier de journaliste. Enfin, il m'a appris, du moins il m'a mûri, il m'a aidé à mûrir, journalistiquement parlant.
Vous a fait avancer. C'est un homme. Les conférences de rédaction avec Philippe Labro étaient passionnantes, absolument passionnantes, parce qu'il avait toujours un regard différent. Et il trouvait toujours l'angle qu'il fallait trouver pour rendre un sujet plus intéressant, pour le rendre plus abordable. Il m'a beaucoup appris. Vous diriez que les qualités principales pour être un bon journaliste sont... Pour être un bon journaliste, d'abord, évidemment, la curiosité. Alors, je pose cette question d'autant plus intéressante vous concernant, parce que vous n'avez pas du tout suivi des études de journalisme. Non, pas du tout. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir votre réponse. J'ai un parcours totalement atypique. À vous. L'indépendance, savoir dire non. Je sais bien qu'au début, quand on est jeune journaliste, surtout aujourd'hui, où on est mal payé, où on est en situation de précarité, où on est... c'est difficile de dire non. Mais apprendre à dire non. Vous avez dit non, vous ? Oui. Oui, moi j'ai dit non, ça a failli me coûter mon métier, j'ai failli être viré quelques fois. J'ai dit non, oui. J'ai dit non parce que j'avais mes convictions, mes idées, parce que c'est un métier où on doit rester... L'indépendance d'esprit, c'est essentiel, c'est indispensable. Et vous qui interviewez des politiques pratiquement chaque jour, vous arrivez à garder cette indépendance, complètement. à pas devenir copain avec un tel, un tel? Je vais vous confier quelque chose. Je dois déjeuner 2 fois par an avec un politique. C'est extrêmement rare que je le fasse. Je ne fréquente absolument aucun homme politique ou femme politique dans ma vie personnelle, jamais. Je ne veux pas, c'est pas que je ne les aime pas, ils sont pour moi... Un homme politique, c'est comme un auditeur ou c'est comme n'importe quel autre invité. Je les mets sur le même niveau. Mais non, parce que chacun sa vie, parce que j'ai pas envie, parce qu'on ne peut plus... J'en suis intimement persuadé. On ne peut plus faire son métier en toute indépendance si on passe son temps à vivre avec les hommes politiques. C'est pour ça que le journalisme politique en France n'est pas pratiqué comme je le souhaiterais. Je trouve. Je veux pas vous aimeriez être le faire très comment méchant. Comment devrait-il être pratiqué par il devrait être pratiqué. Par exemple, un exemple récent, la dernière conférence de presse du président de la République, beaucoup de journalistes, énormément de journalistes. 600, je crois. Oui, 600 journalistes. Mais quand le président de la République fait un bon mot, voyez, on entend la salle s'exclaffer. Mais c'est pas le rôle du journaliste de commenter ou de réagir à ce que... aux États-Unis, vous n'aurez jamais ça. Jamais. Lorsque le président de la République, lorsque le président des États-Unis donne une conférence de presse, les questions sont précises, sont directes, sont ennuyeuses, gênantes, et personne ne manifeste son contentement ou son mécontentement dans la salle. Le journaliste est là pour poser des questions, point. Vous êtes admiratif d'un certain journalisme américain, alors ? Je suis sur ce terrain-là, oui. Sur ce terrain-là, oui, parce que je trouve qu'il y a de très bons intervieweurs aux États-Unis et qui sont très directs, qui ne ménagent pas leurs invités et qui trouvent toujours les bonnes questions à poser. Le journalisme à la française, il a tendance à un peu tout mélanger, alors. Oui, et puis c'est français, ça, c'est très français. Et puis dans la presse, enfin, il y a d'autres choses qui me gênent dans la presse aujourd'hui. Je suis farouchement attaché à l'indépendance des médias, mais farouchement. Et je pense qu'on est en danger aujourd'hui parce que quoi, les grands groupes parce qu'il y a des grands groupes passant commande ou travaillant avec l'État qui en même temps ont des médias, possèdent des médias. Ça me gêne. Je pense à Lagardère, je pense à Dassault et à d'autres. Ça me gêne. Encore une fois, dans les pays anglo-saxons, c'est impossible. Je pense que quand on est dans les médias, on reste dans les médias. Nous, dans notre groupe, avec Alain Veil, on en a souvent parlé. Nous n'irons jamais acheter. C'est le patron de RMC, c'est le patron de BFM Next Radio TV qui chapeaute le tout. Jamais nous n'irons acheter un supermarché ou je ne sais pas moi, ou vendre des ponts, des immeubles. Jamais. Je pense qu'un groupe de médias doit rester un groupe de médias. Comment vous voyez l'avenir du journalisme avec toutes ces nouvelles technologies ? Je le vois bien, je le vois. Moi, je suis très optimiste. Mais c'est vrai que vous êtes fondamentalement optimiste. Non, mais oui, c'est vrai, je suis fondamentalement optimiste, mais pour le journalisme, plus encore. Parce que, là encore, dans les salles de rédaction, on a eu très peur. Alors, il y a journalisme et journalisme. Vous avez la presse écrite, la radio, le journalisme audiovisuel. Enfin bon, la presse écrite, c'est différent. C'est un autre problème parce que la presse écrite, elle est en danger. Elle est en danger pour de multiples raisons. Multiplication des gratuits. Les gens lisent de moins en moins. Les gens lisent de moins en moins et puis ils vont sur Internet, liés à l'information, suivre l'information de plus en plus. Alors, mais pour le journalisme en général, le développement des nouvelles technologies est une chance. Il y a un nouveau journalisme qui est en train de naître avec ces nouvelles technologies.
Et certains journalistes me disent, mais attention, l'intervention des citoyens qui donnent leur avis, qui envoient des informations maintenant sur des sites, ça devient dangereux. Je dis non, parce que on aura toujours besoin de journalistes pour vérifier, on aura toujours besoin de journalistes pour aller sur le terrain. Moi, je pense qu'on va revenir à la base même du journalisme, à ce que faisait Albert Londres, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on rapporte, on part seul. On part pas en groupe. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Les journalistes qui partent en groupe, qui s'installent tous dans le même hôtel. Je ne comprends pas ça. On part seul, on rapporte, on prend le temps de travailler. Et ensuite, on écrit, ou on raconte, ou on filme, et on rapporte les images qu'on est allé tourner. Je pense qu'on va retourner vers ce journalisme-là. Je le pense. J'en suis même persuadé. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'agences de presse qui s'orientent, qui se créent, qui se montent. On a de plus en plus besoin et de plus en plus d'émissions d'information, de grands reportages sur les chaînes de télévision. Heureusement, dans les journaux, lorsqu'on montre l'Irak, on montre 2 voitures calcinées et 2 immeubles effondrés. Heureusement, il y a des journalistes qui, eux, vont proposer des reportages plus fouillés, plus longs. Je sais qui vous pensez, là. Vous pensez à votre épouse. Oui, je pense à elle parce qu'elle fait ce journalisme-là. Et j'en suis très admiratif parce qu'elle fait ce journalisme comme on le faisait à l'ancienne. Et elle fait finalement à l'écrit ce que je fais moi à l'oral. C'est-à-dire qu'elle va voir les gens, elle vit avec eux, elle ne va jamais à l'hôtel, elle est toujours seule, elle va dans les endroits les plus dangereux du monde. Elle témoigne de ce qu'elle traverse. Elle témoigne de ce qu'elle voit, de ce qu'elle vit, et elle raconte après. Et c'est ça le journalisme. Alors, je voudrais qu'on parle de votre vie, parce que vous n'êtes pas qu'un journaliste. Avant le journalisme, vous avez fait d'autres métiers, vous avez été VRP notamment. Oui, tout à fait, oui. C'était du terrain aussi, c'était juste une autre sorte de terrain. Vous vous êtes beaucoup perdu pendant vos études, là je remonte un peu le temps. J'étais d'une insouciance totale, donc je ne faisais rien. Totalement dilettante, J'aimais la vie déjà. C'est déjà ça. J'en profitais. Vous jouiez J'allais beaucoup. me baigner dès qu'il faisait beau, à la rivière, je prenais ma mobilette, je jouais aux cartes, je faisais du sport. Je mentais beaucoup à mes parents. J'étais avec tous mes copains en permanence. J'adorais les copains. La vie était belle. Je ne faisais strictement rien. Très joueur. Le jeu, oui, j'adore le jeu. Les cartes. Je suis un fou de cartes. Vous aimez les interdits aussi. Ça ressort beaucoup. Je ne sais pas si vous en rendez compte dans le livre, mais vous parlez. Vous aimez la pêche, c'est une donnée. Mais alors à chaque fois que vous allez pêcher, parce que je ne suis pas très bon pêcheur à la canne. Non, alors c'est une pêche, la truite à la main, les écrevisses, etc. Mais à chaque fois vous dites, oui, bon, on n'a pas le droit de pêcher de nuit, mais nous on le faisait. Enfin, on voit que vous aimez braver les interdits d'une manière générale. J'adore ça. Pourquoi ? Parce que c'est une façon. Non, j'aime pas la discipline. C'est la liberté. C'est braver les interdits, c'est la liberté. Pour moi, c'est la liberté. Oui, braver les interdits, oui. Pour moi, c'est la liberté, tant que je ne mets pas en cause, évidemment, certains équilibres. Mais oui, non. Et puis se remettre en question, et puis des défis qu'on se lance. Et puis j'aime bien ça. J'aime bien. Prendre des risques. J'ai horreur des pleutres. J'ai horreur des hommes et des femmes qui n'ont pas de courage. J'aime les gens courageux. J'aime ça. Ça réveille quoi, j'ai mille défauts, mais j'ai pas peur dans la vie. J'ai pas peur, non. J'ai pas peur. Je peux aller dormir la nuit en forêt. Je vais être le plus heureux des hommes. J'ai pas peur des bruits. J'ai pas peur des ombres. J'ai pas peur des. Ça réveille. Je suis bien. Je suis bien. Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur alors ? La mort ? Non. Je crois pas. Non. Si je meurs bien. Si je meurs bien, c'est quoi mourir j'ai envie de bien mourir en dormant, tranquillement. Ah oui, c'est super courageux, ça. Non, mais la maladie, je n'y peux rien. Je suis très fataliste. La maladie, si elle arrive, elle arrive. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je me battrai, mais si elle gagne, elle gagnera. Je crois que non. J'arriverai à me résoudre. Alors parlons du petit garçon que vous étiez. Louis. Ah non, de Louis, non, pas de Louis, de moi. Ah, Louis, c'est votre fils. Louis, c'est mon fils qui a 14 mois. Non, je parle de celui que vous étiez vous. Que j'étais moi. Peut-être pas à 14 mois. Non, mais parce que là, je me souviens. Que vous étiez le petit garçon de 6-7 ans qui vivait du côté d'Alès. Dans le Gard, oui. Qui était très heureux entre un frère et une sœur. Non, beaucoup plus. 3 frères et une sœur. C'est combien ? 3 frères et une sœur. Ah, 3 frères et une sœur. Et je suis l'aîné, oui. D'accord. Ouais.
Et quel genre d'enfance vous avez eu Très, très bonne, très facile, très... Non, je suis... Non, ça vient peut-être de là, c'est vrai. J'ai d'une famille qui n'a jamais manqué de rien, un père un peu absent, mais bon, à l'époque, c'était comme ça, très fermé, très très autoritaire. Très autoritaire, ne voulons pas montrer ses sentiments, son affection. Il est toujours vivant, votre papa? Oui, bien sûr, il a 92 ans, il est encore bien, il est encore en forme. Et une maman qui a passé son temps à couver ses enfants, donc moi, le premier et les autres. Et donc j'ai été très heureux. Facile, le petit Jean-Jacques, ou un peu difficile? Assez facile. Franchement, assez facile. Assez facile. Enfin, en tout cas, au début, la scolarité avait bien démarré. Ah là, j'étais pas facile pour mes parents au niveau de la scolarité. Ça avait bien démarré, vous avez loupé une classe. Oui, au début, j'ai sauté une classe. Au début, je suis parti très fort. Le chapeau de roue. Je suis parti très fort, puis c'est très vite arrêté. Non, je suis parti très fort à l'école primaire, élémentaire, ça allait très bien. Et puis ensuite, arrivé au collège, au lycée, ça a été plus laborieux. Quand vous pensez à votre enfance, est-ce qu'il y a une odeur particulière qui remonte? Une odeur? Oui. Oui, les bords de la rivière. L'odeur de l'armoise. L'armoise, c'est une plante qui pousse au bord de la rivière, dans les Cévennes. Et je raconte aussi dans le livre, on allait timbrer les draps. Ah, c'était... Oui. Avec la servante qui était la dame qui s'occupait de la maison. Et on partait ensemble avec la brouette. Et elle avait une grande panière de linge. Il y avait du linge mouillé. Et on allait étendre ce linge sur les bords de la... un chapitre là. Elle va d'abord laver au lavoir, savonner. Oui, voilà. J'ai bien lu. Savonner, effectivement. Parce que ça m'a intéressé de me dire, elle allait d'abord laver au lavoir et après elle partait à la rivière. Et on partait à la rivière, pour effectivement. Rincer, Oui, elle rinçait le linge dans la rivière et ensuite elle étendait le linge sur les galets au soleil. Elle mettait un galet à chaque coin du drap et comme ça le drap était bien tendu au soleil. Et on appelait ça timbrer le linge. Et pendant ce temps-là, le petit Jean-Jacques, il se faisait griller. Et moi, j'étais là, et puis il y avait les odeurs de la rivière. Et puis quand on se glissait dans les draps, on avait cette odeur de rivière, c'était délicieux. Et vos parents, ils vous ont transmis quelles valeurs? Mes parents et l'éducation au sens large, ma grand-mère, mon grand-père qui a beaucoup compté qui a été l'homme qui a le plus compté pour moi. Plus que votre père? Oui, parce que, plus que mon père, c'est difficile à dire. Mon père, je l'aime profondément, mais mon père n'a pas eu les gestes envers moi. Il n'est jamais venu vraiment vers moi. Les gestes tendres que mon grand-père avait. Mon grand-père qui n'était pas mon vrai grand-père, en plus, qui était le mari de ma grand-mère, le second mari de ma grand-mère, et qui a adopté ma mère, et qui s'est conduit avec moi comme un vrai grand-père, et qui était là, qui venait me chercher tous les jours à l'école, qui m'emmenait voir ses copains au café, d'où le goût peut-être du café. J'écoutais déjà les conversations d'adultes, des grands, et j'étais assis sur ces sièges en moleskine rouge, et j'étais là, j'étais pas très grand, j'arrivais à peine à la hauteur de la table, mais j'étais attentif à toutes ces conversations d'adultes, de grands. Et donc mon grand-père a beaucoup compté, et il m'a appris, mon grand-père, mes parents aussi évidemment, et puis l'éducation que j'ai reçue, la tolérance. Et d'ailleurs je mets en exergue une phrase de John Locke au début du livre, où je dis que la tolérance est la condition de notre survie, John Locke, le philosophe anglais, parce que c'est très important pour moi. Très, très, très important, la tolérance. À quel niveau ça devient très important? Respecter les opinions des autres, respecter les différences. Pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui compte par-dessus tout. Écouter l'autre, savoir l'écouter, savoir admettre que l'autre n'est pas d'accord avec vous. Savoir admettre qu'il a... Admettre, écouter, ça ne veut pas dire accepter l'opinion de l'autre. Ça veut dire réfléchir à ce que l'autre vous dit. C'est prendre sur soi. C'est l'art de la conversation. L'art de la conversation, c'est de ne jamais humilier celui qui est face à vous. Pour que la conversation puisse se poursuivre, essayez de ne jamais humilier l'autre, essayez de l'écouter, de répondre à ses arguments avec les siens, c'est ça le dialogue, et moi je crois beaucoup au dialogue. Alors je voudrais vous lire la définition de la tolérance que donne André Comte-Sponville dans Petit traité des grandes vertus, qui a différentes vertus dont la tolérance. Tolérer, après vous me donnerez votre avis sur cette définition, est-ce que c'est la vôtre? Tolérer, c'est accepter ce qu'on pourrait condamner, c'est laisser faire ce qu'on pourrait empêcher ou combattre, c'est donc renoncer à une part de son pouvoir, de sa force, de sa colère. Ainsi tolère-t-on les caprices d'un enfant ou les positions d'un adversaire.
Mais ce n'est vertueux que pour autant qu'on prenne sur soi, comme on dit, qu'on surmonte pour cela son propre intérêt, sa propre souffrance, sa propre impatience. La tolérance ne vaut que contre soi et pour autrui. Il n'y a pas de tolérance quand on n'a rien à perdre, encore moins quand on a tout à gagner, à supporter, c'est-à-dire à ne rien faire. Je suis totalement d'accord. Maîtriser son impatience. Nous Ça vivons vous parle, ça? Ah oui, ça, j'aime ça. On vit dans un monde d'impatients. On vit dans un monde qui est sans cesse en train de zapper. On vit dans un monde qui... Et on est tous pris. Parfois, on se dit, mais il faut que je m'arrête là. Il faut que je m'arrête. Il faut que je consacre quelques minutes à réfléchir sur ce que je suis, sur ce que je fais, sur ce que... Et on n'y arrive pas toujours, moi le premier. Mais... Vous essayez de faire des retours, en tout cas, sur qui vous êtes. J'essaie dans tous les cas de penser à ce que j'ai fait en permanence. Mais dans quel genre de moment? Toujours, par exemple, quand je sors, professionnellement, quand je sors de l'antenne, je m'accorde 10 minutes où je repense à ce que j'ai fait. De 11h à 11h10 Ouais. Il ne faut pas vous parler. Non, je ne fais rien. C'est pour vous. Je ne fais rien, c'est pour moi. Ouais. Je me dis, je ne suis jamais vraiment satisfait. Et je me dis, là, tu t'es trompé, là, tu as eu tort, là, tu aurais dû être différent. Là, Essayer de se remettre en question en permanence. Finalement, j'essaie d'être tolérant avec moi-même. C'est pas toujours facile. Mais... Qu'est-ce que vous avez gardé de votre éducation protestante, sévenole? Protestante, ça compte. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas croyant. Donc, en revanche, je suis très attaché, mais alors très attaché à la culture protestante. D'abord parce que c'est l'histoire de mon pays. Les Cévennes. Oui, les Cévennes. C'est vraiment l'histoire de mon pays. Et vous savez, j'ai parmi mes ancêtres directs un des grands chefs camisards qui se sont battus contre les troupes de Louis XIV et qui est Laporte, qu'on surnomme Roland, et dont la maison est aujourd'hui le musée du désert, donc théâtre d'un rassemblement protestant chaque année au mois de septembre. Et alors, j'ai visité des quantités de fois cette maison et ça m'a... Ce côté rebelle, ces hommes et ces femmes qui se sont battus contre le pouvoir royal, contre le pouvoir central, contre le pouvoir catholique à l'époque, ça m'a terriblement... J'ai lu beaucoup de choses, ça m'a beaucoup marqué, et ils sont... cet esprit rebelle, j'aime cet esprit rebelle, j'aime ce côté... Et donc dans mon enfance, on m'a appris ça. Ma grand-mère était très protestante, très croyante, très protestante, et on a beaucoup parlé de ça, elle m'a beaucoup parlé de ça, et ça m'a marqué, et j'aime cette terre, et je trouve qu'il y a l'esprit de ces hommes et de ces femmes existe sur ce terrain. Vous parlez des valeurs protestantes dans votre livre. Les valeurs, la tolérance. La tolérance. Je crois que ça vient de là, mon goût pour la tolérance. Je partage pas tout, parce qu'il y a aussi chez les protestants, comme ailleurs, il y a de l'intolérance. Et je l'ai rencontré, je l'ai croisé dans les Cévennes. Je l'ai croisé. C'est chez les minorités, il y a toujours de l'intolérance, et évidemment. Et je l'ai croisé. J'ai vu, par exemple, dans des villages cévenols, des chouettes clouées sur la porte de catholiques venus s'installer. J'ai vu ça, oui. L'intolérance, je trouve ça totalement ridicule, stupide, idiot. Enfin bon. Donc ça existe aussi. Mais ce que j'ai aimé dans l'éducation, parce que j'ai suivi un peu d'éducation religieuse, ce que j'ai aimé, c'est que dans cette éducation, on m'a appris à respecter les autres religions, on m'a appris à respecter ceux qui ne croyaient pas, on m'a appris... Et puis il y avait quand même une véritable ouverture d'esprit vers la société. Hein. Oui, je pense qu'on regarde la société de manière assez ouverte. Vous avez tout de suite dit, attention, je ne suis pas croyant. Oui, je ne suis pas croyant pour l'instant. Jusqu'à quel point n'êtes-vous pas croyant, alors? Je ne crois pas. Du tout? Non, du tout. C'est-à-dire vous ne croyez pas, Dieu n'existe pas ou... Pour moi, Dieu n'a jamais existé. D'accord. Et comment vous... Enfin, je ne sais pas si vous y pensez de temps en temps, mais d'où vient-on? Où allons-nous? Enfin, comment vous gérez ces questions-là sur l'alpha et l'oméga? D'où vient-on? Je vais dire peut-être une énormité pour beaucoup, ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que quoi, vous êtes quelqu'un qui vit dans l'instant présent? Dans l'instant, et surtout dans ce qui va se passer demain. J'aime l'avenir. Les origines ne vous intéressent pas, peut-être que la mort vous intéresse pour le coup, parce que c'est l'avenir, ça, la mort. C'est notre avenir à tous. Je m'intéresserai à la mort quand elle arrivera. D'accord. Non.
Non, ce qui m'intéresse, c'est la connaissance. Ce qui m'intéresse, mais pas la connaissance. Non, j'ai pas cette curiosité-là. J'ai pas, par exemple, non plus une autre curiosité que je n'ai pas, c'est aller voir dans l'espace. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je suis. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est, ce que. Non, ça m'intéresse, oui. On vous sent en tout cas très, très enraciné dans les Cévennes, dans vos convictions aussi. Qu'est-ce qui pourrait faire que quelque chose vous déracine un jour? Mais cela dit, je respecte totalement ceux qui croient. Et j'ai beaucoup discuté. Oui, j'ai beaucoup discuté avec des croyants, mais beaucoup. Et j'adore ça. J'adore ça. En revanche, j'adore ça. Pourquoi vous adorez ça? J'adore ça parce qu'ils vont m'apprendre. Ils vont m'apprendre parce que je vais écouter, parce que je vais essayer de réfléchir à ce qu'ils m'ont dit. Peut-être qu'un jour, ça va m'ébranler dans mes convictions, pourquoi pas. Vous avez déjà été amené... Je suis prêt, pourquoi pas. Vous avez déjà été amené à interviewer un grand personnage religieux, mais quelle que soit sa religion? Bien sûr. Qui donc? Le dernier, c'est Monseigneur André 23. Le courant est passé comment? Moyennement avec lui. Vous l'aviez invité pourquoi? Je l'avais invité moyennement. Je l'avais invité principal de 8h30 à 9h. Pour discuter de quelque chose de précis? C'était, c'était à quel sujet? Je me souviens plus du sujet d'actualité. Il y a une actualité de l'encyclique, la première encyclique de Benoît XVI, non? Non, je crois pas. Non, je crois pas. J'ai aussi invité Monseigneur Barbarin. Ça s'était pas mal passé. Voilà, un homme très intelligent. Archevêque de Lyon. Oui, archevêque de Lyon. Qui j'avais eu de chez Garay aussi. Ah non, j'ai invité, oui, et puis Lustiger, mais quand j'étais RTL, bien sûr. J'adorais cet homme. Lustiger? Un homme très intelligent. Vous jugez les hommes à l'intelligence, visiblement. Très intelligent, un homme qui m'a marqué, un homme qui m'avait. Pourquoi? Vous savez, on est impressionné parfois quand on interviewe quelqu'un. Bien sûr. On est impressionné, et il m'avait impressionné. Il m'avait impressionné par sa culture, m'avait impressionné par sa largesse d'esprit. Vraiment, j'avais été marqué. Vous avez peut-être été aussi touché par la double appartenance juive et catholique. Peut-être aussi. Oui, non. Enfin, c'est pas particulièrement ça, non, qui m'avait touché, non. C'était ce qu'il disait. Vous avez tiré un enseignement, non? Non. Enfin, je pense que, sans le savoir, on se nourrit toujours de celui qui est face à soi. C'est vrai. Toujours dans une interview, sans le savoir. Sur le coup, on s'en aperçoit pas. Et puis ensuite, ça. C'est inconscient, ça. Il y a quelqu'un que vous rêveriez d'interviewer, mais même si c'est une personne qui est décédée depuis des siècles, soyons très très larges, très ouverts. D'interviewer. Quelqu'un pour qui vous avez tant qu'à faire. Michel-Ange. Une admiration particulière. Michel-Ange. Bah oui, parce que vous vous rendez compte, Michel-Ange qui avait tous les dons. Vous vous rendez compte, tous les dons. Michel-Ange ou je sais pas. Je suis un peu surprise parce que je m'attendais, vous qui avez tellement interviewé les politiques, je m'attendais à quelqu'un de plus polémique. Mais les politiques, j'en ai eu beaucoup, j'en ai interviewé beaucoup, donc. La politique, le monde politique, c'est un milieu qui ça m'intéresse, mais ça ne m'impressionne pas. Non. Oui. J'aime les politiques qui ont des convictions fortes et qui vont jusqu'au bout de leurs convictions. Enfin, les gens qui vous ressemblent, quoi. J'aime bien que ça soit de droite ou de gauche, peu importe. Peu importe. Moi, je suis capable de voter à droite un coup et de voter à gauche un autre. Je n'aime pas les clivages. Et je n'aime pas surtout ce qui me gêne dans cette société, c'est cette manie d'enfermer dans des tiroirs et puis on tire ces tiroirs, on ouvre pour. Non, j'aime pas trop ça. J'aime les situations ouvertes. Pour l'instant, vous faites un métier qui vous plaît, sur une station qui vous plaît. Vous arrivez à vous projeter. Alors, je sais que vous êtes un homme de l'instant, j'ai bien compris. Mais est-ce que vous dites, voilà, dans 15 ans, je serai peut-être là, ou dans 20 ans, je voudrais être là? Ah non, je serai plus à la radio dans 15 ans. Ah bon, pourquoi non? Parce que j'aurais arrêté. Pas à la radio. Mais si, parce que j'aurais arrêté. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit. Parce que je pense que j'aurais plus l'énergie suffisante pour mettre la passion que je mets à faire ce métier. Et que j'aurais plus, peut-être, je serais plus à ma place. Vous ferez quoi alors? Je serais dans mes Cévennes. Vous écrirez? Non. Je serais dans mes Cévennes, j'écrirais un peu, je jouerais aux boules, à la pétanque, j'irais chercher des champignons, j'irais me balader en forêt tout seul, j'irais dans les rivières si j'en ai encore la force, et je jouerais aux cartes avec mes amis,
Et puis j'irai m'asseoir à la terrasse du café, sur la place du village. Et puis je serai là, heureux, au soleil. Ouais. On va poursuivre l'émission avec une série de petites questions. Jean-Jacques Bourdin, si vous êtes d'accord. Oui, des petites questions qui partent un peu dans tous les sens. Alors on va voir. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on déstabilise facilement. Enfin, j'ai cru comprendre ça. On va voir si. On ne sait pas. Je ne cherche pas forcément à vous déstabiliser, mais bon, on va voir. Est-ce que vous avez une devise ou une phrase que vous aimez bien et qui vous guide, que vous justement, ressassez? celle du livre. Hein, là, vraiment, la tolérance est la condition de notre survie. Ça, c'est celle-là. C'est vraiment celle que vous ressassez. Je l'ai sans arrêt en tête. Sans arrêt en tête. Ouais. Quel est le livre que vous aimez offrir particulièrement? Le livre que j'aime offrir, peut-être un livre de la Pléiade. Ah, il y en a quelques-uns quand même. Oui, mais cette collection que j'adore. Mais vous voulez un titre? Éventuellement. Mais déjà pour l'objet je lis en ce moment un excellent livre de Jim Harrison, je ne sais pas si vous connaissez. Qui s'appelle, le titre? Qui s'appelle Retour à Marquette, je crois. C'est marrant parce que les titres des livres, je ne fais pas très attention aux titres des livres. Jim Harrison, c'est un auteur américain qui est assez formidable. C'est absolument c'est l'histoire d'un adolescent dans les Grands Lacs qui revient sur ce qu'a fait sa famille, est un peu honteux de ce qu'a fait sa famille, qui avait coupé tout un tas d'arbres, c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Le livre que j'offrirais, non, c'est pas le livre que j'offrirais. Un livre de Dostoïevski peut-être, ou un livre, oui peut-être. D'accord. Peut-être. Ouais. Et quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? S'il y en a. Plaisir. Ah. Je suis un homme de plaisir, Emmanuel. Oui. Mais oui. Vous en parlez dans le livre? Bah oui, j'en parle. J'assume totalement. On va pas faire l'apologie du vin ni des cigares, non, mais non, parce que c'est pas correct, c'est incorrect maintenant. On peut plus parler de vin. Dès qu'on parle de vin, vous avez vu que même le Parisien libéré. Attendez, faut que je dise à consommer avec modération. Même le Parisien libéré a été condamné pour avoir, pour avoir publié un article sur le champagne, en oubliant effectivement à la fin de l'article de mettre à consommer avec modération. Mention légale. Je comprends mal cette société-là. Je comprends mal ces interdits, je dois vous le dire. Mais je comprends mal. Vous n'aimez pas les interdits? Non, j'aime pas, non. Enfin, en même temps, je vis dans cette société, je la respecte. Je respecte la loi. Si la loi existe, respectons-la. Mais... Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous aimeriez tordre le cou? Quelque chose de faux qu'on dit sur vous, ça vous énerve? Quelque chose qui... Vous êtes un personnage médiatique, j'imagine qu'il y a pas mal de choses... on a dit quelques... Oui, on a dit... Moi, j'ai des défauts, hein. Je suis inorganisé, je suis un peu dilettante parfois, je suis un peu... Quoique, quand je décide quelque chose, je vais au bout. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'on puisse dire que je ne suis pas honnête, que je ne suis pas honnête avec moi-même. Ça arrive qu'on dit, il joue un rôle. C'est pas vrai. C'est-à-dire quoi, le rôle du mec proche des gens. Voilà, il joue un rôle et tout. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, Emmanuel. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Ce sont les auditeurs qui me le font, le compliment, en me disant on aime vous écouter. Quand ils me disent, parfois je me fais sur mon blog, je me fais accuser d'être pro-Sarkozy, anti-Sarkozy, d'avoir des positions politiques tranchées. Mais non, le plus beau compliment sont les auditeurs qui me le font tous les jours, en me disant continuez. Souvent, les auditeurs me disent continuez. Quand on me dit continuez, je suis heureux. Est-ce que vous avez un rêve inachevé? Que ce soit en radio, en journalisme ou complètement autre chose. Autre chose? Oui. Quelque chose que vous voudriez avoir accompli avant de disparaître. Dans le journalisme ou ailleurs? Comme vous voulez. Comme vous voulez, quelque chose. J'ai un rêve que je ferai, que j'accomplirai. Je ferai le tour de la Méditerranée. Ah bon? Oui, le tour de la Méditerranée. En bateau? Je ne sais pas encore. Non, pas en bateau. Non. Ah bon, pas en bateau? Non, en voiture, à pied, je ne sais pas, mais je ferai le tour de la Méditerranée, parce que je suis assez fasciné par la Méditerranée. J'avais cru comprendre que vous étiez plus un homme de rivière que de Oui, mais que de grandes c'est pas la mer qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est... c'est les pays méditerranéens? C'est les pays méditerranéens, oui. C'est les odeurs, les hommes, les couleurs, c'est tous ces pays si différents, si différents autour de la Méditerranée, et puis je trouve que
Enfin bon, j'aime la Méditerranée. Vous avez déjà voyagé beaucoup? Oui, pas mal, ouais, pas mal, ouais. Avec un pays Pas particulièrement qui vous a plus marqué? Là, que en les ce moment, autres, je vais peut-être souvent en Russie parce que Anne m'a D'où attiré en Dostoïevski. Russie. Oui, et puis Anne m'a attiré en Russie parce qu'elle a vécu 10 ans là-bas. Et on va souvent là-bas. Elle a une petite isba, toute petite maison de bois sans eau, où il n'y a pas d'eau courante. Au bord du lac dans un Baïkal, village. non Non, à 350 km à l'est de Moscou, un tout petit village perdu. Et où alors, je suis un peu prisonnier là-bas parce que, ne parlant pas un mot de russe, j'imagine. les villageois ne parlent que privé russe. de parole. Ah oui, je suis un peu. Alors, je dois vous dire qu'au bout de 10 jours, il faut que je parte. Ouais. Il faut que je m'en aille. Mais en revanche, c'est beau. C'est très beau. La nature est absolument, vraiment superbe. Ça développe votre Et puis aspect là, alors là, contemplatif, ouais, exactement. Là, on est totalement, totalement. Je suis totalement hors de notre société, hors du monde. Ouais. Puis vous êtes hors de vous, finalement. Hors de moi, c'est oui. pas vous. Complètement, ouais. Oui. Hors de moi, oui. Complètement. Mais d'ailleurs, en vieillissant, finalement, on change. J'écoute beaucoup de musique classique maintenant, alors que je n'aimais pas la musique classique quand j'avais 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, j'en écoute beaucoup et j'aime. Ça a l'air de vous. C'est marrant parce que ça a l'air de vous surprendre. Ça me surprend moi-même. Ça vous surprend vous-même? Parce que jamais. Mais oui, ça me surprend. Mais oui. Côté, oh là là, je suis en train de m'assagir. Je pense que les hommes s'étoffent au fil du temps. Prennent de la bouteille, comme le vin. De la bouteille, s'épaississent. On s'épaissit physiquement, mais on s'épaissit intellectuellement. Quel bonheur, ça, d'ailleurs, de s'épaissir intellectuellement. Tant qu'on est en bonne santé, qu'on peut... Plus le corps est fort, plus il obéit, plus il est faible, plus il commande. Et tant que le corps est fort, il obéit, donc on est à l'abri des pépins physiques, donc on peut s'épaissir. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait ça, mais il avait raison. Alors moi j'avais une question justement, Oui. mais que feriez-vous si vous étiez privé de parole pendant 1 an? Alors là, je serais ce serait la fin de tout, hein. Ah, ça serait terrible, parce que j'aime parler. Ce serait terrible. Vous savez, j'ai été opéré d'un polype aux cordes vocales, un gros polype aux cordes vocales, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et pendant 5 jours, oui, de plus pouvoir faire ce métier. Voilà. Pour moi, c'était affreux. Mais pendant 5 jours après l'opération, j'étais interdit de parole. Je ne devais pas dire un mot, mais ça a été un enfer. Ça a été un enfer, je peux vous dire. Surtout que c'était un enfer parce que j'avais un ami qui, pour me faire plaisir, m'a fait venir chez lui pendant 3 jours. Et le premier jour, il avait organisé un grand dîner, pensant me faire plaisir, en oubliant que je ne pouvais pas prononcer un mot. Donc pendant le dîner, je me suis tué. C'était épouvantable parce que j'avais envie. Il y avait des conversations enflammées. J'avais envie d'y participer. J'avais envie de. Vous avez dû développer un regard et entendre des choses que vous n'auriez peut-être pas entendues si vous aviez dit pareil. Non, mais peut-être. Je sais pas. Peut-être, Emmanuel. Quelle a été votre plus grosse erreur jusqu'ici? Plus grosse erreur. J'ai fait confiance parfois. Je fais confiance un peu facilement. Un peu facilement. Et parfois, je l'ai appris à mes dépens. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Votre plus belle réussite? La plus belle réussite, c'est quand je rends quelqu'un heureux autour de moi, quand j'y arrive. Ou ma plus belle réussite, c'est encore une fois le matin quand je me retrouve avec mes auditeurs. Je dis mais parce que c'est ma famille. Je crois que vous alliez me parler de vos enfants, moi. Bon, ma plus belle réussite, Louis, évidemment, parce que Louis et mes 2 filles, mes 2 grandes filles, mes 3 enfants, oui, évidemment, mais tout le monde va vous... Évidemment, mais ça coule tellement de sources. C'est merveilleux. Vous le savez. Vous avez 2 familles. Vous avez 2 familles. La première famille et la deuxième, mais mes 2 filles et mon fils sont évidemment considérés et aimés de la même manière, mais oui, j'ai 2 familles. Ma famille et la famille des auditeurs, oui. Alors je ne sais plus qui a dit « Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur ». Il faudrait que je retrouve d'ailleurs. Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur. C'est une belle phrase, hein? Oui, c'est pas faux. Enfin, et s'il cherche votre vérité, alors est-ce qu'il y a une douleur? Encore faut-il avoir terriblement souffert. Moi, j'ai cette chance inouïe de ne pas avoir beaucoup souffert. De grosses souffrances dans ma vie. J'ai eu de petites souffrances, mais on ne va pas s'attarder sur les petites souffrances. Il y a tellement de gens qui souffrent. Moi, j'ai cette chance inouïe. Et je pense quand même qu'en restant lucide, on peut s'étoffer et s'épaissir sans avoir connu de grosses douleurs. Alors, cette phrase, oui, mais... Oui, peut-être, je ne sais pas. Comment on fait pour se fâcher avec vous?
Ne voyez pas là une intention de ma part. Hein. Si on me trahit. Si on me trahit. Moi, je suis gentil. Jusqu'au moment où je peux être très dur. Si on est très dur. Prochaine décision raisonnable? Raisonnable? Non, vous ne prenez pas de décision raisonnable. Jamais. Décision raisonnable. Prochaine décision raisonnable, ce serait quoi pour vous? Décision raisonnable. Et après, essayer de faire un peu de sport. Je sais pas, c'est un placement matériel. Et prochaine décision non raisonnable que vous allez prendre? Je vais fumer un cigare dans 1 heure. Effectivement. Ouais, c'est déraisonnable. Comment aimeriez-vous mourir? Ah oui, vous l'aviez déjà dit, pardon. Mourir dans mon sommeil. Ouais. Vous l'avez déjà dit. Tout le monde aimerait mourir dans son sommeil. Ah, pas moi, mais... non, pas vous? Non. Ah bon? Non, vous aimeriez mourir comment? Je sais pas, droit dans les yeux, avec les enfants autour, la famille. Ah bon? Voilà, voir les autres. Et infliger ce spectacle... C'est pas un spectacle, c'est un bel adieu. Ouais. Non? Oui, enfin, je préfère... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que mourir, c'est faire souffrir les autres. Finalement, c'est... Ah, ça dépend. Finalement, mourir... Ça dépend ce qu'il y a après. Oui, mais c'est quand même faire souffrir les autres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On va terminer sur une note plus positive quand même, plus joyeuse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean-Jacques, pour la suite? Me souhaiter pour la suite que je puisse continuer, que je puisse continuer à faire ce que je fais. J'ai envie de continuer encore quelques années. Sur RMC? Sur RMC, sur BFM TV, et qu'on puisse développer cette aventure formidable qu'on a développée avec Alain Veil. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Je n'ai pas de grands rêves. Comment dire? Non, mais je veux pas étaler. Non, je n'aime pas ça. J'ai une forme de... Il y a un côté très poli chez vous, hein? Il y a un côté très poli, oui. Ouais, je peux être très poli et très impudique et très pudique. Ah. J'aime vous êtes les très excès. poli dans le sens J'aime les excès. Où je donne pas accès forcément à... Non, non, je suis parfois assez réservé, mais je n'aime pas. J'aime les excès, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire la politesse avec excès peut-être parfois, et puis parfois, je vous dis, un côté un peu débridé, oui. Alors avec toute la pudeur dont vous avez fait part dans cette émission, Emmanuel, je vous souhaite que ça continue. Mais ça c'est très très gentil. C'était un plaisir d'être avec vous. Ah ben je vous remercie. Puis merci d'être venu nous voir. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.